La tzedaka, ça s'éduque, ça s'enseigne, on est éduqué à ça. Sinon, on aura une société froide qui n'aura plus d'intérêt pour son prochain. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour parler de la jeunesse et de la tzedaka, Eva Labi, qui travaille à l'Alliance Kol Israël Chaverim. Bonjour Eva. Bonjour. Voilà, qui sera accompagnée du Rav Yoel Kling de Givat Washington. Bonjour. Bonjour à tous. Et David Lowy. Alors David Lowy qui intervient pour Maïmonide. Bonjour David. Bonjour. Voilà, pour le lycée Maïmonide. Et puis, on a bien sûr le plaisir d'avoir Michael Gamrasni qui travaille pour Kalita et qui a lancé justement une opération un peu particulière dont nous allons tous parler aujourd'hui pour associer la jeunesse à cette formidable opération Tzedaka. Alors, pourquoi, Michael, avoir lancé un tel défi, en fait, aux jeunes ? L'idée, c'était aussi d'impliquer la jeunesse dans le projet, en faisant une préparation, on va dire, à préparer les cœurs de la jeunesse, de les concerner par rapport à ce projet. Et donc, l'idée de créer un projet pédagogique, aussi bien pour des structures en primaire qu'en secondaire, avec nos partenaires naturels durant toute l'année. Et voilà, c'est un petit peu l'idée, mobiliser tout le monde, c'est aussi mobiliser la jeunesse. Et voilà, c'est un très beau projet. Alors, comment ça a été accueilli justement dans vos écoles par les jeunes ? Est-ce qu'ils étaient déjà sensibles ou est-ce qu'ils étaient, ils se sont dit, ils ont un peu traîné les pieds, oh là là, on va nous parler de Tzedaka, ou comment a été l'accueil ? Eva ? Merci. Tout d'abord, moi, il me semble évident qu'il ne peut pas y avoir une campagne Tzedaka de mobilisation pour l'autre si on n'éduque pas aussi les enfants et les adolescents à ce concept qui est une valeur juive fondamentale, qui n'est pas seulement d'ouvrir son cœur, mais aussi d'ouvrir sa tête et de comprendre pourquoi et en quoi la tzedaka a quelque chose de particulier. D'une part, elle vient apporter de la justice dans une société. D'autre part, elle nous ramène à une position d'acteur dans la société. C'est-à-dire que je suis responsable de celui qui, à côté de moi, ou un peu plus loin qu'à côté de moi, connaît des difficultés d'ordre social, d'ordre économique et de tous ordres. Donc, c'était évident pour moi qu'un projet de cette ampleur, d'ailleurs, même s'il avait été de moindre ampleur, devait introduire aussi une dimension éducative, une dimension qui concerne, implique et enseigne le concept de la tzedaka. Et c'est ce que je crois nous avons réussi à faire sous la houlette de Michael. C'était évident. Pour nous, c'était une évidence. Alors, d'une part, parce que tout au long de l'année, c'est un sujet. C'est pas juste pendant une semaine, un mois ou une période. La tzedaka, ça s'éduque, ça s'enseigne, on est éduqué à ça. Sinon, on aura une société froide qui n'aura plus d'intérêt pour son prochain. Alors, combien d'enfants, combien de jeunes ont participé justement à ce programme et comment vous avez fait justement concrètement, Michael, pour les sensibiliser ? Alors, sont impliqués dans le projet 750 jeunes. Et concrètement, en fait, on fait passer une activité quand c'est possible en présentiel et sinon par Zoom, une activité à peu près 1 heure, 1 heure et quart, dans lequel en fait, on va dire l'activité en 3 parties. La première partie, c'est de parler du concept de la tzedaka de manière générale, sous toutes ses formes, pas seulement sous la forme d'aide avec de l'argent. C'est un point qui est important à nos yeux. La tzedaka, c'est quelque chose de très large. Et des personnes qui n'ont pas de l'argent peuvent aider d'une autre manière. Donc, on a étendu le concept de l'entraide et de tzedaka. On a donc vraiment réfléchi par rapport à ça avec les jeunes. C'est-à-dire donner de son temps, donner de ses aptitudes, c'est ça ? Exactement, donner du temps. Par exemple, le fait de trouver un travail à quelqu'un. On a parlé des différents degrés de tzedaka avec Maïmonide, par exemple. On a un petit peu touché ce sujet-là. Voilà des choses. C'est important parce que les jeunes, en général, ne peuvent pas aider avec de l'argent. Donc, c'est important de les concerner avec des choses. Et voilà, il y a d'autres manières d'être impliqué. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a mis en situation les jeunes en leur disant, si vous étiez Kalita, si vous étiez la direction de Kalita et que vous pouviez aider les Olim francophones, vous, quels seraient les sujets, quels seraient les projets que vous aimeriez faire ? C'est-à-dire qu'avant de leur expliquer, nous, ce qu'on fait,
On les a d'abord interrogés, ils ont réfléchi par petits groupes, même par Zoom c'est possible, sur comment aider les francophones en Israël, et c'est intéressant d'entendre leurs réponses. En gros, vous leur avez dit, voilà, on vous donne une somme d'argent, qu'est-ce que vous en faites, quoi? C'est ça? Oui, voilà. C'est à peu près ça, des mises en situation. Et voilà, c'est intéressant vraiment de voir voilà, les priorités, le regard de la jeunesse sur ça. Ils ont plein de belles choses à nous dire, à nous raconter, et il faut écouter leur voix. Alors, David Lowy, vous avez été vraiment en présence de cette jeunesse. Vous les avez vus avant, vous les avez vus après. Quelles ont été leurs réactions et surtout leurs commentaires? Mais ils ont été très enthousiastes depuis le début. Il faut dire qu'aussi au lycée Maïmonide, on a déjà eu plusieurs projets de collecte de fonds ou de bénévolat. Pousse souvent nos élèves au volontariat. Ça fait partie aussi de l'esprit de l'école, puisque nous sommes une antenne du lycée Maïmonide à Boulogne, qui lui-même aussi était longuement engagé dans ces actions de chesed et de pas vers l'autre et vers la communauté. Et donc, nos élèves ont été tout de suite très emballés par Michael aussi, par son initiative et par son activité qui était quand même très bien menée aussi. Et donc, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Et vraiment, à la fin, Michael leur a dit, maintenant, vous comprenez, vous êtes les acteurs de cette action. À vous maintenant de jouer. On s'est bien amusé maintenant pendant 1h15, mais maintenant, il s'agit de retrousser vos manches et de faire le concours de la collecte pour voir qui va ramener la cagnotte la plus élevée. Et on a essayé de créer une espèce de compétition entre nos classes pour attiser un peu le côté concours et compétition. Et demander à leurs proches peut-être d'aider, demander à leurs parents d'aider, enfin en tout cas sensibiliser aussi leur entourage, j'imagine que c'est ça. Exactement, de mobiliser autour d'eux, de motiver aussi leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs voisins, les proches. On n'attend pas des jeunes eux-mêmes de donner, même s'ils le peuvent, ils sont les bienvenus aussi, mais plutôt de créer une vague dans les cercles les plus proches et peut-être un peu les plus lointains par la suite pour sensibiliser les gens autour d'eux, puisque en tout cas, le jour où l'activité a été menée par Michael, ils étaient très touchés, il faut le dire. Alors, Rav Yoel Kling, est-ce que vous avez profité de cette activité peut-être pour que les langues se délient? Et j'imagine qu'avec la crise que nous traversons en Israël, eh bien, peut-être que certains enfants, certains jeunes ont des difficultés chez eux ou ont vécu l'angoisse de leurs parents. Est-ce que ça a aussi aidé sur ce plan-là? Je me joins à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et j'adhère totalement. Je crois que Michael a dirigé cela de manière très intelligente, puisqu'il n'est pas venu en disant voilà, il y a une action et puis vous devez vous mobiliser et ramener de l'argent pour Kalita. Ça serait pas passé comme message. Le message qui a été donné, c'est d'abord de les faire réfléchir sur l'importance d'être tous unis et d'aider dans les différents domaines. Et donc les élèves ont été fascinés, puisqu'on leur a donné à jouer ce jeu de rôle, mais c'est pas seulement un jeu de rôle, c'est d'être vraiment responsable. Qu'est-ce qu'on doit faire demain? Michael leur a fait comprendre, vous êtes également l'avenir d'Israël demain, vous êtes la jeunesse, demain vous aurez nos postes, vous serez peut-être responsable à Kalita ou ailleurs, et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour aider nos compatriotes qui arrivent de France et qui ont des difficultés? Et quel genre de difficultés? Alors effectivement, je suppose que ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, ils se mettent à la place de leurs parents en se disant, dans quoi mes parents ont eu des difficultés? Donc il y en a qui ont commencé en disant la langue. Et c'est un problème, c'est un handicap quand on arrive en Israël. D'autres qui ont dit le métier, d'autres qui ont dit la culture, d'autres qui ont même dit les codes les codes pour comprendre en vérité, parce qu'il ne s'agit pas simplement de comprendre une langue, mais comprendre des codes qui sont des codes d'Israël, qui ne sont pas les mêmes que les codes culturels qui sont en France ou ailleurs. Et donc, ça a été très loin dans la réflexion. Ensuite, effectivement, il a mené ça de manière extraordinaire en faisant réfléchir par groupe. Donc, chacun a pu s'exprimer. Bon, nous, on est une petite structure. Il y avait une trentaine d'élèves. Donc, parmi ces trentaines d'élèves, on a fait plusieurs petits groupes comme ça. Et chaque groupe a non seulement discuté pour essayer de savoir où il fallait investir, comment on pouvait le mieux aider, dans quel domaine on pouvait le mieux aider. Mais ensuite, il fallait se mettre d'accord. Or, tout est important.
Est-ce que aider les soldats seuls, c'est plus important ou moins important que les femmes divorcées, que les familles nécessiteuses, etc. Donc, c'est un réel débat qui a amené vraiment à une réflexion, et j'ai trouvé ça formidable. Donc, je me suis permis. Alors justement, les jeunes ont tranché. Les jeunes ont tranché. Les jeunes ont tranché. D'abord, est-ce qu'on leur a pas laissé le choix? On leur a dit, vous devez trancher parce que voilà, nous aussi, à Qualita, on est forcés, parmi toutes les difficultés et toutes les actions qu'on aimerait mener, on est forcés de faire un choix. Donc, vous aussi, faites votre choix. Qu'est-ce que vous pensez qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est prioritaire, etc. Il y a eu des réflexions très intéressantes. Par exemple, des jeunes filles qui ont dit, bon, on voulait donner pour les soldats qui sont isolés, mais il y a déjà d'autres groupes qui le font. J'ai trouvé ça très intelligent. C'est-à-dire, pourquoi rentrer à la place de ceux qui le font déjà? Si c'est déjà fait, alors on va nous mettre nos forces ailleurs. J'ai trouvé ça très, très intéressant de voir que des jeunes réfléchissent véritablement comme des adultes aux difficultés et savent faire la part des choses et savent réfléchir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Tout en sachant que tous les domaines qui ont été proposés sont évidemment des domaines intéressants. Et ce qui a été encore beaucoup plus intéressant, j'ai trouvé, et je crois que Michael a également rebondi immédiatement là-dessus, c'est qu'il leur a proposé ensuite, est-ce qu'il y a des actions qui ne sont pas écrites ici? On a écrit aider les familles nécessiteuses, les soldats isolés, etc., etc. Les étudiants aussi, j'imagine. Vous pensez et qui n'ont pas été écrits ici. Et il y a eu des idées qui ont été données. Et d'ailleurs, Michael leur a dit, sachez que je vais en faire part également au bureau à Qualita lorsque je leur ferai un topo et je leur dirai, voilà, ça et ça et ça. Les jeunes d'aujourd'hui pensent que c'est aussi important à aider et ça ne fait pas partie de nos priorités. Qu'est-ce que ça fait, Michael Gamrasni, de voir que ces jeunes, finalement, non seulement ils prennent le projet à bras-le-corps, mais ils se sentent vraiment attachés aussi à la communauté française. Ils se sentent attachés au besoin de faire évoluer la société dans le bon sens. Ça vous a touché, Michael ? Moi, ça m'a beaucoup touché. D'abord, ça m'a fait plaisir d'un point de vue très personnel et très égoïste, mais de rencontrer cette jeunesse. J'ai vraiment eu de la chance de les rencontrer. C'est-à-dire que moi, j'ai couru vers les différentes structures pour aller les rencontrer. Pas seulement parce qu'on a passé une période où on était tous un petit peu confinés, mais c'était formidable de rencontrer tous ces jeunes-là dans différents domaines, dans différents endroits. Ça continue encore, hein, le projet n'est pas terminé. Voilà, il y a ce regard de la jeunesse qu'on connaît tous et qui te permet et qui te donne l'énergie. Et aussi, je voudrais rajouter, et c'est un point qui est important, c'est l'occasion de remercier aussi toutes les personnes qui sont présentes. Et on a d'autres partenaires qui ne sont pas présents dans ce panel, mais qui font un travail formidable durant l'année, durant toutes les années. Et je pense que le projet de Tzedaka Qualita, nous, on apporte notre pierre à l'édifice d'un projet pédagogique qui existe déjà dans tous ces établissements. Comme l'a rappelé Eva, la solidarité, l'entraide, c'est des choses, c'est des valeurs qui sont véhiculées par des éducateurs. Donc, certains sont présents avec nous aujourd'hui, je les en remercie. Et moi, je suis confiant quand j'entends ces enfants et quand je vois ces éducateurs par rapport à notre jeunesse franco-israélienne. Voilà, je suis ressorti avec beaucoup d'espoir et avec cette conviction que nos jeunes, qui seront nos leaders de demain, savent de quoi ils parlent et ont la tête sur les épaules. Alors justement, quand on parle de Tzedaka, le principe est de donner à ceux qui en ont besoin, peu importe, on va dire, ce qu'ils font, ce qu'ils sont surtout, c'est surtout ça. Est-ce que ça vous a permis aussi d'enclencher des sujets, de parler de sujets de société? On sait que la société israélienne a été traversée ces derniers mois par beaucoup de querelles, beaucoup de contradictions, de remises en question. Est-ce que par la Tzedaka, on arrive aussi à ouvrir plus de sujets et à relier encore plus les jeunes à leur nouveau pays, à Israël, notamment, et à notre société? Eva? Moi, je veux bien répondre à cette question parce que je crois que c'est rassurant. Les jeunes, même les enfants d'ailleurs, puisque dans nos écoles primaires de Natania, nous faisons aussi une action. Je crois que dès qu'on leur donne la possibilité de penser ce qu'on leur propose de faire, ce qu'on leur demande de faire ou ce dont on voudrait qu'ils se sentent concernés, très rapidement s'interrogent eux-mêmes aussi. Non seulement ils s'interrogent parce que eux-mêmes, il leur arrive de recevoir. Quand on parle de Maïmonide, d'Amikvé Israël, certaines familles, certains élèves reçoivent des bourses et ils savent bien que cet argent vient bien de quelque part. Alors bien sûr, c'est Maïmonide à Boulogne, c'est Kiyar en Israël, c'est l'Alliance.
ce sont aussi des donateurs qui mettent de l'argent pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Et quand on a affaire à des adolescents et des lycéens, ils le savent. Donc je crois que ça les rassure aussi sur la société que l'on propose dans le judaïsme, qui est une société qui s'intéresse et qui trouve normal de donner à celui qui a moins ou à celui qui n'a pas. Et je crois que on rentre, justement, on sort de ce sentiment un peu culpabilisateur je suis celui à qui on donne, mais ils entendent aussi que même si un jour ils sont ceux qui le reçoivent, un jour ils seront ceux qui donneront. Et ça, c'est très important. Et ça remet de l'ordre, j'ai envie de dire, dans ce sentiment toujours un peu culpabilisateur, qui je suis moi, pourquoi moi on me donne, pourquoi je n'ai pas, etc. Ça me semble un élément très important, de dire que ça fait partie de l'ordre des choses que de mettre en commun et de donner pour l'autre. C'est d'ailleurs une obligation. Donc, c'est un élément, je crois, qui construit aussi la personnalité, puis l'identité de chacun de ses élèves. Parce qu'une société, c'est le résultat des individus qui la forment. L'autre aspect, c'est cette question d'essentiel. Malgré les querelles, malgré les différents points de vue, malgré tout ce qu'on peut entendre, des querelles, etc. Bah oui, la société a été très, très, très bouleversée, on va dire, de tous les. Et même autour d'eux. Moi, je pars du grand, mais même autour d'eux, dans les familles, on n'a pas les mêmes points de vue. Quand ils regardent autour d'eux, les associations n'ont pas les mêmes points de vue. Tout le monde pense qu'il est l'essentiel de tout ce qui se passe. Et pour eux, quand on aborde des sujets de la sorte, ils comprennent et ils entendent. Et ça leur permet de penser l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est le quotidien. L'essentiel, c'est cet homme, cette femme, cette famille qui est confronté à des difficultés qui ne lui permet même pas de penser aux querelles qu'ils entendent à la télévision ou dans le quartier. Parce qu'ils sont sur l'essentiel. Exactement. Et la tzedaka, c'est l'essentiel. Alors, est-ce qu'ils ont été sensibles? Alors ça, je vous pose la question à tous. Justement, est-ce qu'ils ont touché du doigt le fait que certains vivent dans une très, très grande précarité et que parfois les frigos sont vides, parfois il y a des accidents de la vie, des maladies, des divorces. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui fait que parfois la situation d'une famille périclite. Est-ce que les jeunes ont pris conscience de ça? Est-ce qu'ils en étaient déjà conscients? Ils avaient un peu du mal à croire. Mickaël est venu avec des chiffres aussi assez évoquants sur la situation de certaines familles en Israël qui nous a vraiment interpellés. Et on essaie ici un petit peu d'essayer de comprendre ce que ça veut dire une famille qui vit sous le seuil de pauvreté, ce que ça représente en termes de, comme vous avez dit, que ce qu'il y a à la maison, que ce qu'il y a dans le frigo. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le frigo? Est-ce qu'on peut arriver à envisager les fêtes sereinement pour les semaines à venir. Acheter des chaussures pour l'hiver, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est des choses qui sont tellement existentielles, pour ainsi dire, parce que c'est le quotidien des gens, et quand il est tellement précaire, il y a eu un petit électrochoc, parce que les gens se disaient plus de 1000 familles francophones sous le seuil de pauvreté en Israël, franchement, ils se sont dit, mais c'est une masse énorme, comment c'est possible qu'on ne le savait pas jusqu'à présent? Et donc, il y a eu une prise de conscience, c'est évident, et aussi un petit pincement au cœur en se disant, waouh, comment on a pu en arriver là? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est aussi ce qui arrive avec la maturité. Là, on se rend compte que la vie d'adulte, elle est faite, comme vous avez dit, de tournants et d'avenants qui sont difficiles parfois aussi à négocier, et c'est là que la solidarité est invité à pouvoir un petit peu équilibrer le principe de tzedaka pour justement faire justice dans la société, comme Eva avait dit. Et voilà, et ça ouvre les yeux aux enfants. C'est sûr que voilà, quand ils ont 16-17 ans, c'est une réalité qu'il n'y a pas toujours dans leur foyer, Baruch Hashem, mais elle existe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a été tous sensibilisés, et le fait de pouvoir passer à l'action, c'est pour que, ok, on sait ce qui se passe maintenant, on va y remédier, on va le faire ensemble. C'est pas une situation qui est irrévocable. On va le faire ensemble, mais il
faut se bouger. Alors, Rav Yoel Kling, et ce sera, on touche à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez eu envie de poursuivre avec vos étudiants cette action? Est-ce que vous avez eu envie de poursuivre le projet, tout simplement, d'aller encore plus loin? Oui, je disais tout à l'heure que lorsque Michael a parlé, donc j'étais présent évidemment à toute la discussion et je me suis permis de temps en temps de l'interrompre pour y ajouter une touche personnelle. Et je crois que ça a beaucoup marqué également les élèves parce que une chose est la théorie, une chose même est les chiffres, comme disait tout à l'heure David, et une chose c'est de leur parler d'une famille que vous connaissez, d'un problème précis, etc., de ce que vous avez ressenti dans telle et telle circonstance. On a tous autour de nous des gens qui ont perdu leur travail maintenant avec la corona, qui ont perdu. Bon, moi, personnellement, j'ai subi il y a quelques années l'expulsion du Gush Katif. Et donc, je suis dans un village où il y a encore beaucoup de gens du Gush Katif après 15 ans. Et après 15 ans, on a encore des familles qui ont des difficultés à remettre le pied à l'étrier. Alors, lorsqu'on parle de cela également, c'était il y a 3 semaines, c'était la journée du Gush Katif. Donc, on en a un petit peu parlé également. Je pense que tout ce genre de discussion permet à la jeunesse de se rendre compte qu'effectivement, on peut dire merci à Dieu. On est bien lotis. Je leur dis de temps en temps, vous savez, quand on dit « Modéani lefanecha » le matin en ouvrant les yeux, c'est dire merci mon Dieu parce que je respire, j'ai 2 yeux, j'ai 2 oreilles, j'ai une bouche, je peux bouger, je peux respirer, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire. Et c'est pas si évident que cela. Ça remet aux enfants un petit peu les proportions et dire ok, alors j'ai pas le Samsung S21 Plus qui est sorti la semaine dernière, j'ai seulement le S20 de l'année dernière. J'ai fait un petit test d'ailleurs, je crois que Michael était là, je sais plus, ou c'était juste avant qu'il vienne. J'ai demandé combien parmi les enfants qui sont là n'ont pas changé leur téléphone dans les 2 dernières années. Alors d'abord, elles ont levé la main parce qu'elles ont compris, non, combien ont un téléphone depuis plus de 2 ans. J'ai dit non, combien n'ont pas changé, c'est-à-dire la plupart des élèves, évidemment, avaient changé même depuis moins d'1 an. Donc ils ont pris conscience de leur privilège. Voilà, donc à partir du moment où on remet les choses comme ça en place, on leur dit, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas, comme disait tout à l'heure David, un frigo vide, etc. Bien d'un coup, elles se disent, waouh, alors combien on doit dire merci? On a, Baruch Hashem, un foyer un petit peu normal. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes, il n'y a pas bien des sûr, élèves qui n'ont pas de difficultés, etc., et des parents divorcés, etc. Alors ça, tout le monde connaît. Mais je veux dire, elles se rendent compte quand même qu'elles sont bien loties et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de shefa, un monde d'abondance, et que dans ce monde d'abondance, il y a encore des gens qui souffrent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons encore plus la responsabilité de transmettre, d'aider, et qu'on soit toujours du côté de ceux qui peuvent donner et pas malheureusement du côté de ceux qui doivent recevoir. Eh bien, on va terminer sur cette belle phrase. J'espère que vous serez tous là au rendez-vous le 21 février. Michael Gamrasni, vous allez faire le tour de ces jeunes le jour de la collecte? Alors, on a déjà fait le tour, c'est-à-dire que c'est en préparation, la semaine dernière, cette semaine, y compris la semaine prochaine, dimanche le 21 février, puisque l'opération pour nous continue même après le 21 février, puisque c'est la semaine qui précède Purim la semaine prochaine, donc en particulier dans les écoles de l'Alliance. Eva présente ici le projet continue. Je voudrais juste rajouter, si j'ai 10 secondes. 10 secondes. Merci. 10 secondes. Alors, 5 bénévoles, parce que je ne suis pas tout seul dans ce projet pédagogique. Monsieur Shlomo Balzan, super éducateur, qui a, avec moi, créé, c'est important, ce projet. John Guez et Erez Binyamin, éducateurs qui font passer l'activité, il n'y a pas que moi, en Zoom, d'accord, en particulier. Ouais. Et aussi Myriam Morali, qui est professeur d'éducation manuelle et qui a confectionné une boîte de tzedaka pour le primaire et qui véhicule ce message à travers de formidables bénévoles, dont Martine Elbaz de Natania, je tiens à souligner son nom, qui fait un travail extraordinaire chez nous. Voilà, c'est important, il y a beaucoup de bénévoles aussi mobilisés. Et voilà, j'en ai rappelé que quelques noms, mais c'est important qu'ils soient impliqués dans les mers. Cathy, moi je pense qu'il faut remercier aussi les directeurs des écoles. Bien sûr. Et les coordinateurs dans les écoles qui ont bousculé les programmes. Alors, je ne vais pas parler seulement de nos écoles à nous, mais je crois que pour toutes les écoles, c'était aussi un engagement que d'organiser ça rapidement et dans des conditions que l'on connaît pas faciles. Alors, je voudrais quand même remercier les directeurs et les coordinateurs, les éducateurs dans les écoles qui font toujours de la place à tous les projets
de cet ordre-là. Eh bien, Voilà. en tout cas, bravo à tous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous allez inciter les gens à participer à cette merveilleuse opération, ce magnifique élan de générosité pour faire en sorte que plus de familles encore soient aidées, soient soutenues. Alors, c'est pas une aide permanente, mais c'est une aide qui parfois est un tremplin, qui permet d'aller mieux. Donc, c'est vraiment très important de faire partie voilà, de cette magnifique élan de solidarité. Merci à tous et à très bientôt. Merci.